En 1978, dans les plaines brûlées de soleil de la Provence, un simple journalier devint en quelques semaines la rumeur la plus étrange, la plus fascinante et la plus dangereuse que la région ait connue. On l'appelait le Beau Silencieux. Un homme sans passé, sans papier, sans famille. Engagé par le plus puissant patron agricole du Sud, il attirait les regards, les jalousies, mais surtout les questions. Car un soir, alors que le Mistral hurlait sur les champs de lavande, le patron découvrit un détail impossible dans les affaires du jeune homme, un détail capable de détruire une dynastie entière et de ressusciter un fantôme que tout le monde croyait disparu depuis 26 ans. Et si cet homme n'était pas un journalier comme les autres? Et si son secret était bien plus ancien, plus intime, plus explosif que ce que la Provence avait jamais connu? Avant qu'on entre dans cette histoire vraie ou presque, j'ai besoin de toi. Si tu as plus de 30 ans, tu sais que ces récits disparaissent. Un jour, plus personne ne les racontera. Alors faites un geste simple maintenant. Abonne-toi et mets un like. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça garde ces histoires vivantes. Merci, vraiment point en Provence. L'été de 1978 n'était pas un été comme les autres. Les anciens disaient que la chaleur étouffait comme une main géante posée sur les collines, empêchant les cigales elles-mêmes de chanter. Les vignes, lourdes de sucre, semblaient prêtes à exploser, et les lavandes répandaient un parfum si dense qu'on avait l'impression de respirer du miel. C'est dans ce décor que le jeune journalier arriva. À pied, poussiéreux, les cheveux noirs collés par la sueur, la chemise si usée qu'on voyait sa peau bronzée à travers les mailles. Mais son visage, son visage. Même les hommes le regardaient. Il avait quelque chose de princier, un mélange impossible de douceur et de force, le genre de beauté qui rend nerveux ceux qui l'observent trop longtemps. Il se présenta au domaine du patron le plus redouté de la région, Gérard Valence, propriétaire de 300 hectares, une fortune colossale, et une réputation faite de respect, de peur et de secret. « Je cherche du travail », dit simplement le jeune homme. Valence le dévisagea. Un instant, on aurait dit qu'il l'avait déjà vu quelque part. « Ton nom ?»« Éloi. » Juste ça. « Éloi. » Pas de nom de famille. Valence aimait les mystères autant qu'il aimait les bons travailleurs. Il l'engagea immédiatement. Les premiers jours, Éloi travaillait comme si la terre était une prière. Il connaissait les gestes comme ceux d'un homme né dans les champs, la vendange, la coupe, la réparation des outils. Mais personne ne l'avait jamais vu dans la région. Ni à Arles, ni à Salon, ni même dans les villages perchés où la moindre rumeur se propage plus vite que le Mistral. La fille de Valence, Élise, fut la première à murmurer ce que tout le monde pensait. On dirait quelqu'un qui cache quelque chose. Elle l'observait souvent à travers les volets entr'ouverts. Ce journalier avait une façon étrange de regarder les couchers de soleil, comme si les couleurs du ciel lui rappelaient un endroit perdu depuis longtemps. Parfois, la nuit, Éloi descendait jusqu'au bassin de pierre derrière la maison principale. Il y restait immobile, les yeux fixés sur l'eau, comme s'il attendait qu'elle lui réponde. La jalousie des anciens. Chez les travailleurs saisonniers, Éloi devint rapidement un sujet d'agacement. Trop beau, trop calme, trop parfait. Et le patron semblait l'apprécier plus que les autres, ce qui suffisait à alimenter les rivalités. Un type sans passé, c'est un type dangereux, disait souvent Joseph, l'un des plus anciens journaliers. Ou un type qui fit quelque chose, ajoutait un autre. Mais ce qui les irritait le plus, c'était qu'Élise, la fille du patron, trouvait toujours une raison pour passer près des champs où Éloi travaillait. L'incident du grenier. Tout changea un après-midi d'août. Alors que la chaleur écrasait le domaine, le patron Valence grimpa au grenier pour chercher des vieux plans de parcelles. En ouvrant un coffre poussiéreux, il trouva un petit carnet de cuir usé, mais intact. Il appartenait à Éloi. Valence n'avait jamais fouillé dans les affaires d'un de ses hommes. Mais quelque chose, chez ce garçon, lui mettait la tête en désordre. Une intuition. Une peur sourde. Un fil invisible tiré depuis des semaines. Il ouvrit le carnet. Et là, son cœur se figea. Sur la première page était écrit, avec une écriture ferme et élégante. Journal de Camille Valence, 1952. Camille. Le nom que personne ne prononçait plus. Le frère disparu. Mort supposée. Effacé de l'histoire familiale après une tragédie que seuls les plus vieux du domaine murmuraient encore parfois, entre deux verres de vin. Comment ce carnet avait-il atterri entre les mains d'un inconnu? Valence feuilleta. Les pages parlaient d'amour, de fuite, d'un enfant caché pour éviter le scandale. Un enfant né dans une petite maison près de Tarascon. Un enfant portant le prénom d'Éloi. Le patron sentit ses jambes flancher point ce soir-là,
il convoqua Éloi dans la cour. « Où as-tu trouvé ce carnet » demanda Valence d'une voix tremblante. Éloi le regarda sans ciller. « Je ne l'ai pas trouvé. On me l'a donné. »« Par qui ?»« Par ma mère. »« Ta mère ?» Elle s'appelait Mireille. Elle disait que mon père était un Valence. Elle disait qu'il était mort avant de pouvoir me reconnaître. Mais qu'un jour, je devrais venir ici. Comprendre. Faire face. Valence sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Ton père, c'était Camille. Éloi hocha la tête. Un silence épais tomba sur la cour. Même le vent semblait s'arrêter. La vérité enterrée. Valence fit un pas en arrière. Son frère. Le scandale. La famille brisée. La fuite. Ils avaient passé 26 ans à effacer Camille de leur histoire, persuadés qu'il était responsable de sa propre disparition. Et voici que son fils se tenait devant lui, vivant, beau comme un prince déchu, portant le poids d'un secret qu'il n'avait jamais demandé à porter. « Pourquoi être venu » murmura Valence. « Parce qu'on m'a toujours dit que les Valence n'aiment que ce qui leur appartient. Je voulais voir si c'était vrai. » Cette phrase transperça Valence comme une lame, point les travailleurs se révoltent. Quand la nouvelle se répandit, car en Provence, tout se répand, les anciens journaliers se déchaînèrent. Joseph prit la tête de la fronde. On ne va pas se faire diriger par un bâtard de Valence. Mais Éloi ne répondit jamais à la haine. Il continua de travailler. Silencieux. Concentré. Comme si la terre qu'il avait vue naître l'avait préparé pour ce moment. Élise, elle, comprenait quelque chose que personne ne voyait. Il n'est pas venu pour prendre, il est venu pour rendre. La nuit du Mistral. Un soir de septembre, une tempête frappa le domaine. Les toitures volèrent, les vignes faillirent s'effondrer, et un incendie éclata dans la grange principale. Tous les journaliers paniquèrent, sauf Éloi. Il se jeta dans les flammes pour sauver les chevaux, pour couper les cordes, pour ouvrir les portes bloquées. Valence le vit risquer sa vie pour protéger le domaine, comme s'il s'agissait du sien. Pendant un instant, le patron eut l'impression de voir Camille. La même façon de défier la mort. La même lumière dans les yeux. Réconciliation. Le lendemain, Valence, épuisé, brisé, s'assit à côté d'Éloi sur une marche de pierre. « Je t'ai jugé avant même de te connaître, dit-il. Je ne suis venu voler la place de personne. Mais tu es un Valence, murmura Gérard. Et le sang ne ment jamais. C'était une phrase lourde, presque une déclaration d'héritage. Mais Éloi secoua la tête. Je ne veux rien. Juste qu'on arrête de mentir. Cette simplicité fit trembler Valence bien plus que n'importe quelle menace. La décision finale. Quelques semaines plus tard, Valence réunit tout le domaine. Il se leva sur la vieille charrette qui servait de tribune et annonça. Éloi n'est pas un intrus. Il est mon neveu. Le fils de mon frère disparu. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de cette maison. Les murmures fusèrent, certains furieux, d'autres incrédules. Mais personne ne contredit Valence. Élise souriait doucement. Elle savait depuis le premier jour que cet homme était différent. Épilogue. Éloi resta au domaine. Pas comme héritier. Pas comme maître. Mais comme gardien. Comme mémoire vivante de ce que les Valence avaient voulu oublier. Chaque soir, il descendait au bassin de pierre. Non plus pour chercher son reflet, mais pour parler doucement à l'eau, comme s'il murmurait à son père. « Je suis là. J'ai fait face. La terre est en paix. » Et dans les nuits les plus calmes, certains disaient encore entendre deux voix se répondre, l'une vivante, l'autre venue d'ailleurs. Mêlée au parfum de lavande éternelle point dans les semaines qui suivirent l'annonce officielle de Valence, le domaine entra dans une étrange accalmie. Une paix fragile, presque insolente, qui ne trompait personne. Les travailleurs avaient cessé de murmurer ouvertement, mais les regards restaient tranchants, lourds d'interrogations et de vieux ressentiments. Pourtant, Éloi, lui, avançait comme si chaque matin lui offrait une seconde chance de respirer. Il se levait avant l'aube, bien avant que la lumière ne déchire l'horizon. Il traversait les allées de cyprès encore plongées dans la pénombre, écoutant le bruit sourd des feuilles frémissant sous le vent frais. Il marchait vers les vignes avec une silencieuse détermination, comme si la distance entre le passé et l'avenir se mesurait en rangées de cèpes. Il avait accepté la parole de Valence, mais n'avait jamais exigé plus que sa place parmi les hommes. Pourtant, son simple nom suffisait maintenant à dérégler l'équilibre d'un monde qui avait été immobile pendant trop longtemps. Les anciens observaient sa silhouette, certains avec crainte, d'autres avec rancœur,
d'autres enfin avec une curiosité qui leur échappait. Gérard Valence, quant à lui, se surprenait à revoir, dans les traits du jeune homme, des fragments de son frère disparu. La façon d'incliner la tête, ce mélange de fierté et de retenue, la manière d'écouter les autres sans jamais les interrompre. Parfois, il en avait le souffle coupé. Comme si le fantôme de Camille s'était glissé silencieusement dans le présent, exigeant qu'on rende justice à ce qu'on lui avait volé. Mais l'homme le plus affecté par la présence d'Éloi n'était ni Valence, ni les journaliers, c'était Joseph. Joseph, l'ancien contremaître, celui qui régnait autrefois sans partage sur les travailleurs, celui qui avait toujours obtenu l'oreille du patron. Depuis l'arrivée du jeune homme, il se sentait dépossédé, oublié, presque effacé. Et lorsque Valence avait proclamé publiquement la filiation d'Éloi, Joseph avait senti sa colère se contracter en quelque chose de plus sombre, une détermination rancunière. Un soir, alors que la chaleur du jour s'accrochait encore aux pierres de la cour, Joseph décida d'affronter Éloi. Il le trouva près des écuries, occupé à réparer une vieille roue de chariot. La lumière du crépuscule dessinait des lignes rouges sur la peau du jeune homme. « Tu crois que parce que tu as un nom maintenant, tu vaux mieux que nous ?» lança Joseph, la voix tremblante d'un mélange d'alcool et de ressentiment. Éloi ne leva même pas la tête. « Je vaux ce que vaut mon travail. Rien de plus. » Cette réponse sembla enflammer Joseph plus encore. « Ton travail. Tu n'es qu'un gamin perdu. Tu crois que tu peux débarquer ici et tout changer? Tu crois que tu peux remplacer ce qu'on a construit? Ce que j'ai construit. » Éloi serra la clé qu'il tenait, mais resta immobile. « Je ne remplace personne. » Joseph fit un pas en avant, si près qu'Éloi sentit son souffle chargé de vin. « Tu mens. Et tu vas tout détruire. Je vois comment le patron te regarde. Comme s'il voyait un fils. Moi, j'ai passé 30 ans ici à me tuer pour lui, et il me traite comme une vieille corde usée. » Éloi releva enfin la tête, ses yeux sombres fixant ceux de Joseph. « C'est entre toi et lui, pas entre toi et moi. » Cette phrase, simple, neutre, presque douce, fut ressentie comme une gifle. Joseph recula d'un pas, déstabilisé par le calme imperturbable du jeune homme. Une rage muette l'étouffa. Il voulait hurler, mais aucun son ne sortit. Finalement, il tourna les talons, disparaissant dans la pénombre, laissant derrière lui une tension qui allait fermenter. Les jours suivants, Joseph évita Éloi, mais sa rancœur, elle, se glissa dans chaque geste, chaque regard, chaque mot échangé avec les autres journaliers. Et peu à peu, certains commencèrent à douter de la légitimité d'Éloi, non pas parce qu'ils avaient leurs propres raisons, mais parce que Joseph savait parler à leur peur, à leur sentiment d'injustice, à cette vieille jalousie qui traîne dans les hommes comme un parfum rance. Pendant ce temps, Élise observait la scène avec une lucidité poignante. La jeune femme, que tous voyaient comme une silhouette délicate dans ses robes d'été, avait une intuition plus aiguisée que celle de son père. Elle percevait les non-dits, les fractures invisibles, les émotions tachées d'ombre. Et ce qu'elle voyait la troublait profondément. Un matin, alors qu'Éloi rangeait les outils près de l'étang, Élise s'approcha de lui. « Tu devrais être prudent, » dit-elle doucement. « Pourquoi » répondit-il sans se retourner. « Parce que la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle met le feu à ce qui reste debout. » Éloi se redressa, essuya ses mains sur son pantalon couvert de poussière. « Je ne suis venu brûler personne. Mais certains veulent te brûler. Ou te voir partir. C'est pareil. » Il la fixa longuement. Il y avait dans ses yeux une inquiétude sincère, mais aussi autre chose, un sentiment qu'elle-même n'osait pas nommer. Éloi détourna légèrement le regard, conscient du danger silencieux que représentaient les émotions qu'il sentait naître entre eux. « Je suis ici pour comprendre, pas pour diviser, » murmura-t-il. Élise sourit tristement. « Alors tu es plus naïf que je ne pensais. » Ce soir-là, Gérard Valence observa de loin sa fille et Éloi marchaient chacun dans une direction opposée, leurs silhouettes s'éloignant dans la lumière mauve du crépuscule. Le patron sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Un sentiment de destin, d'irréversibilité. Comme si quelque chose se tramait dans les ombres, quelque chose qu'il ne pourrait pas arrêter. Et il avait raison. Car dans une petite pièce sombre, près des dortoirs des journaliers, Joseph avait réuni 3 hommes. 3 travailleurs fatigués, frustrés, vulnérables, mais prêts à écouter n'importe qui leur promettant un semblant de justice. Joseph posa une bouteille sur la table, servit des verres, puis parla d'une voix basse. « Si on laisse ce garçon prendre racine ici, on est fini. Tous. Le patron ne verra plus que lui. Il va changer les règles, et pas en notre faveur. Vous allez perdre vos places, vos maisons, tout. Mais,
C'est le neveu du patron, dit timidement un des hommes. Justement, grogna Joseph. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Avant qu'il devienne intouchable. Il se pencha, les yeux brûlants. Ce n'est pas un Valence. C'est une menace. Les trois hommes se regardèrent, hésitants, mais l'alcool, la fatigue et la peur construisent des monstres plus facilement que la haine. Éloi, sans le savoir, marchait déjà sur une route où chaque pas attirait les ombres de plus en plus près. Et pourtant, dans les nuits les plus immobiles, lorsqu'il s'asseyait près du bassin de pierre, le jeune homme continuait de murmurer vers l'eau, comme s'il s'adressait à une présence invisible. « Je tiendrai. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour fuir encore. » Mais le vent, qui portait ces paroles, ne savait toujours pas s'il devait les mener vers un avenir ou vers une tragédie. Et la chaleur s'était dissipée sur le domaine, remplacée par un froid sec qui coupait les nuits en deux. On aurait dit que l'air lui-même pressentait quelque chose, une collision imminente entre ce qui avait été caché et ce qui refusait désormais de l'être. Les journées se déroulaient dans un faux calme, mais sous la surface, tout vibrait comme une corde prête à rompre. Éloi travaillait sans relâche, plus concentré que jamais. Il sentait que les regards s'étaient alourdis autour de lui, que les conversations s'interrompaient dès qu'il approchait. Il n'avait pas peur, la peur était un luxe qu'il n'avait jamais connu, mais il était attentif, plus attentif qu'un homme devrait l'être en temps normal. Il percevait les pas derrière lui, les chuchotements, la méfiance. Il ne savait pas encore qui orchestravait ces ombres, mais il devinait que le danger ne venait pas du patron, qui semblait, depuis sa confession, vieillir de jour en jour sous le poids d'une culpabilité retrouvée. Un soir, alors qu'il rangeait les derniers sacs de grains dans le hangar, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna d'un mouvement sec, trop sec pour un simple travailleur, révélant des réflexos que même lui avait parfois du mal à expliquer. C'était Élise. Elle se tenait devant lui, les mains jointes, un châle glissant de ses épaules fines. Ses yeux portaient une ombre nouvelle, une inquiétude presque douloureuse. « Je voulais te parler, » dit-elle simplement. Éloi hocha la tête et reposa le sac qu'il tenait. « Je t'écoute. » Elle inspira profondément, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer étaient lourds, trop lourds pour rester en elle. « Il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je le sens. Papa aussi. Et, je crois que ça te concerne. » Éloi se pencha légèrement en avant, l'attention tendue. « Qui ? » ?»« Joseph. » Elle sembla surprise. « Tu as remarqué ? Il me regarde comme si j'étais une erreur, répondit Éloi. Et les erreurs, ici, on les corrige vite. Élise frissonna. Tu dois être prudent. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais s'il agit, il ne reculera pas. Le jeune homme s'approcha d'elle, lentement, avec la douceur d'un homme qui a appris à ne jamais brusquer le monde. Il posa une main légère sur son bras. Tu n'as rien à craindre pour moi, dit-il. Je suis venu pour comprendre, pas pour me battre. Elle leva les yeux vers lui, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il y avait entre eux quelque chose qu'il n'avait pas encore nommé, mais qui brûlait doucement, silencieusement, comme un feu sous la cendre. Parfois, murmura-t-elle, il faut se battre pour ne pas perdre ce qui compte. Éloi sentit un frisson lui traverser la poitrine. Il voulut répondre, mais un bruit au fond du hangar leur fit tourner la tête. Un outil venait de tomber, résonnant dans l'obscurité. Quand Éloi s'avança, il ne trouva personne. Seulement une silhouette fuyante, trop rapide pour être identifiée. Le lendemain, l'atmosphère se fit plus lourde encore. Valence convoqua Éloi après le repas du midi. L'homme paraissait épuisé, ses traits creusés par des nuits sans sommeil. « Il faut que tu restes discret, » dit-il sans préambule. « Tu ne dois pas provoquer Joseph. Il n'a jamais supporté que quelqu'un lui fasse de l'ombre. » Éloi s'assit face à lui. « Je ne cherche pas à lui prendre sa place. Ce n'est pas ce que lui croit, » soupira Valence. Et quand un homme se sent menacé, il devient dangereux. Il marqua une pause, chercha ses mots, comme s'il empruntait un chemin de mémoire douloureux. Quand mon frère, quand Camille est parti, Joseph a pris beaucoup plus de pouvoir ici. C'est lui qui a maintenu les ouvriers, lui qui a tenu le domaine debout pendant que ma famille s'écroulait. Je crois qu'il ne m'a jamais pardonné de l'avoir laissé faire. Et il n'acceptera jamais qu'un Valence, un vrai Valence, revienne. Éloi se redressa. Je ne suis pas venu prendre ton héritage. Valence secoua la tête avec lenteur. Et pourtant, tu le fais simplement en existant. Un silence lourd les enveloppa. Valence regarda longuement le jeune homme, comme s'il voulait lui dire quelque chose mais n'en avait pas la force. Tu dois te préparer, Éloi. Ce qui arrive ne sera pas juste. Quand il sortit du bureau,
La lumière avait changé. Le soleil se couchait derrière les collines, mais au lieu des couleurs chaudes habituelles, c'était une lueur trouble, presque métallique. Le domaine semblait attendre quelque chose, retenait son souffle. Ce soir-là, Éloi monta vers la petite chambre qu'on lui avait attribuée au-dessus des écuries. Il alluma la lampe à pétrole et s'assit sur le lit usé. Le carnet de son père reposait sur la table. Il l'ouvrit, feuilleta les pages, relisant pour la 100e fois ces phrases écrites bien avant sa naissance. Il y avait là des mots pour une femme qu'il n'avait jamais connue, des pensées d'un homme brisé par un amour interdit, des confessions d'un jeune Valence qui avait voulu choisir son propre destin et qui avait payé le prix ultime pour cela. Éloi effleura les lettres du bout des doigts. « Je comprends, murmura-t-il. Je comprends pourquoi tu es parti. Je comprends aussi pourquoi je suis revenu. » Mais alors qu'il refermait le carnet, quelque chose sous sa fenêtre attira son attention. Des voix. Basses. Prudentes. 3 silhouettes se déplaçaient dans la cour, se glissant dans l'ombre des écuries, se dirigeant vers le hangar. Il reconnut leurs silhouettes. Les mêmes hommes qui suivaient Joseph comme un chien suit son maître. Éloi se leva, son cœur battant calmement, sans panique. Il n'était pas un homme violent, mais il avait appris, dans ses années d'errance, que certaines menaces n'attendent pas le matin. Il souffla la lampe, la chambre plongea dans l'obscurité. En bas, les voix s'éteignirent soudain. On aurait dit que la nuit elle-même venait de retenir son souffle. Quelque chose allait se produire. Et Éloi savait que c'était pour Élu, et la nuit semblait s'être épaissie autour du domaine. Pas une étoile, pas un souffle. Le silence avait la lourdeur d'un présage, quelque chose d'antique, presque animal. Éloi descendit les escaliers de bois avec une lenteur calculée, habitué à avancer dans l'ombre sans que personne ne l'entende. Une habitude née de l'errance, de la survie, de ces années à dormir dans des granges abandonnées où le moindre bruit pouvait attirer le pire. Ses pieds touchèrent enfin la terre froide. Il resta immobile quelques secondes, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. Les 3 silhouettes semblaient avoir disparu dans le hangar, mais la porte, elle, oscillait encore légèrement, comme si quelqu'un l'avait poussée sans prendre la peine de la refermer. Éloi s'approcha, son souffle contrôlé, ses muscles détendus comme ceux d'un animal prêt à bondir si nécessaire. Il posa la main sur la porte, la poussa très lentement. La charnière grinça. Un bruit minuscule. Mais dans l'air saturé de tension, il résonna comme un avertissement. À l'intérieur, 2 lanternes posées au sol projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Il distingua les voix des 3 ouvriers, Marc, Louison et Fernand. Ils parlaient vite, avec une nervosité palpable. Leurs mains tremblaient légèrement autour des cordes, des outils, de quelque chose qu'ils tentaient de cacher entre 2 ballots de foin. Éloi comprit immédiatement. Ils préparaient un piège. Pas pour demain. Pas pour dans une semaine. Pour ce soir. Il se glissa plus profondément dans le hangar sans faire de bruit, observant la scène depuis l'ombre d'un pilier. Marc tenait un vieux mousqueton de chasse, rouillé mais encore capable de tuer. Fernand repassait la corde entre ses doigts comme s'il répétait un geste qu'il ne voulait pas accomplir mais s'obligeait à faire. Louison fixait le sol, les épaules agitées de soubresauts nerveux. Joseph a dit qu'il ne fallait pas attendre, murmura Marc. Que si on le laisse prendre racine, on est foutu. On aurait peut-être dû en parler au patron, dit Louison, la voix hésitante. Le patron est aveuglé, cracha Fernand. L'autre l'a manipulé. C'est un serpent. Faut couper la tête avant qu'il siffle. Un silence. Puis Marc reprit. Il va passer ici, comme tous les soirs. Il range toujours les outils. Il faudra juste le surprendre. Rapide. Propre. Et on dira que c'était un accident. Éloi sentit son cœur ralentir, comme s'il se préparait pour quelque chose d'inévitable. Il n'y avait pas de colère en lui. Pas encore. Seulement une immense tristesse. Cette haine n'était pas vraiment dirigée contre lui. C'était l'écho d'une vieille rancœur, nourrie par des années de silence, de travail brisé, de vie consumée pour un domaine qui ne leur avait jamais rendu ce qu'il lui avait donné. Il fit un pas en arrière pour sortir discrètement et retourner vers la maison principale, prévenir Valence. Mais à cet instant précis, une griffe de métal raclant le sol fit sursauter les 3 hommes. Fernand se retourna brusquement. « C'était quoi, ça ?» Marc attrapa la lanterne, la leva, éclairant la poussière dans l'air. Son regard glissa sur les rangées d'outils, les sacs, les piliers. Puis sur l'ombre où Éloi se trouvait. Leurs regards se croisèrent. Le silence explosa. « C'est lui !» hurla Marc. Éloi n'attendit pas.
Il jaillit sur le côté, le corps se mouvant avec une vitesse que les trois hommes n'avaient pas prévue. Marc leva le mousqueton. Le coup partit. Une gerbe de poussière éclata à l'endroit où Éloi se trouvait une seconde plus tôt. Chopin. Rugit Fernand. Les lanternes se renversèrent, propageant des ombres folles. Louison tenta de se jeter sur Éloi, mais le jeune homme pivota, esquiva, lui attrapa le poignet et le repoussa contre un tas de sacs. Pas pour le blesser, pour le désarmer de sa peur. Marc rechargeait avec des gestes précipités. Fernand s'approchait avec la corde, l'expression déformée par la panique. Éloi savait qu'il ne pourrait pas les affronter tous sans les blesser gravement. Il recula vers la porte du hangar. Une main chercha la poignée. Mais une silhouette apparut soudain dans l'encadrement. « Assez !» hurla une voix claire. Élise. Sa poitrine se soulevait rapidement, comme si elle avait couru depuis la maison. Derrière elle, le vent s'engouffrait dans le hangar, dispersant les grains de poussière comme des éclats d'or. « Vous êtes devenu fou ?» cria-t-elle en avançant. Mademoiselle, recula Marc, pris de court. « Baissez vos armes !» Immédiatement. Mais Fernand, enivré par la peur, aveuglé par la colère, leva la corde pour la cacher derrière son dos. Éloi fit un mouvement pour se placer entre elle et les hommes. « Élise, va-t'en !»« Non, dit-elle sans hésiter. Je ne te laisse pas seule. » Marc pointa à nouveau le mousqueton. Une seconde d'hésitation. Une seconde où tout pouvait basculer. Puis une voix retentit derrière Élise. « Posez ça !» C'était Gérard Valence. Il avançait lentement, mais chaque pas vibrait comme un coup de tonnerre. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit, mais ses yeux étaient vivants, furieux, brûlant d'une force ancienne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. « Je vous ai nourri, dit-il. Logé. Protégé. Et vous osez, dans ma maison, menacer mon sang ?» Marc se tourna vers lui, tremblant. « Patron, vous comprenez pas. »« Je comprends très bien, » coupa Valence. « Je comprends que la peur vous a rendu lâche. » Élise se recula légèrement, laissant Valence passer. Le patron se plaça face à Éloi, puis devant les trois ouvriers. Il semblait plus grand que d'habitude. « Celui que vous attaquez ici ce soir n'est peut-être pas un Valence selon la loi. Mais il est le seul qui porte encore le courage de mon frère. » Un silence épais tomba. Puis Valence ajouta, d'une voix tremblante mais inébranlable. « Et s'il doit hériter de quelque chose, ce sera de ma protection. Ce soir. Et pour toujours. » Marc baissa enfin l'arme, vaincu par quelque chose de plus fort que la colère, la honte. Fernand laissa tomber la corde. Louison cacha son visage entre ses mains. Élise posa doucement une main sur le bras d'Éloi. « C'est terminé, » murmura-t-elle. Mais Éloi savait que non. Ce n'était jamais terminé si vite. Car quelqu'un manquait. Quelqu'un qui n'avait pas encore montré son visage. Joseph. Et l'air froid qui entrait dans le hangar ressemblait étrangement à l'annonce de son retour, pointait la nuit avançait, mais aucun des deux hommes ne parvenait à dormir. Le patron, allongé sur son lit trop grand pour sa solitude, repassait les mots de Julien dans son esprit. Il résonnait comme une confession, mais aussi comme une promesse. Peut-être qu'il n'avait jamais osé demander à quelqu'un d'être vrai avec lui. Peut-être qu'il ne savait même plus ce qu'était la vérité dans sa propre maison.